merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis sincèrement reconnaissant que vous soyez là, sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie, un pays qui mérite qu'on s'y arrête, non pas pour voir ses images, mais pour l'écouter. Ce que vous allez entendre, c'est un récit tranquille, une sorte de voyage immobile, pensé pour vous permettre de vous détendre, de vous échapper un moment de la routine, peut-être même de vous endormir doucement si vous en ressentez l'envie. L'important ici, ce n'est pas ce que vous verrez à l'écran, mais ce que vous entendrez, les histoires qui vont dérouler devant vos yeux fermés. Il n'y a pas besoin de regarder fixement. Écoutez simplement. Installez-vous confortablement. Réglez le volume comme il vous convient et laissez-vous guider. Dans les prochaines minutes, découvrez pourquoi la Turquie fascine, comment vivent ses habitants, ce qu'ils mangent, ce qu'ils chérissent. Prêt? La Turquie possède une caractéristique qui la rend absolument unique au monde. Elle est le seul pays entièrement traversé par la ligne qui sépare deux continents. Le Bosphore, ce détroit de moins d'1 kilomètre de large à ses points les plus étroits, divise littéralement la Turquie en deux moitiés, l'une européenne, l'autre asiatique. Vous pouvez littéralement mettre un pied en Europe et l'autre en Asie en quelques secondes. Ce n'est pas qu'une ligne imaginaire sur une carte. C'est une réalité physique que les habitants vivent quotidiennement. Istanbul, la plus grande ville du pays, s'étire de part et d'autre de cette frontière naturelle, ce qui en fait une ville vraiment sans égale. Mais il y a bien d'autres raisons de s'émerveiller devant la géographie turque. Le pays entier est encerclé par 3 mers. La mer Méditerranée au sud, la mer Égée à l'ouest et la mer Noire au nord. Cette triple ceinture aquatique façonne depuis des millénaires la vie des Turcs, leurs traditions de pêche, leur cuisine, leurs échanges commerciaux avec le monde entier. Aucun Turc n'a jamais vécu très loin d'une côte, ce qui explique pourquoi la relation au littoral imprègne chaque aspect de la culture locale. Parlons de ce qui rend la Turquie véritablement impressionnante du point de vue naturel. Le lac Van, situé en Anatolie orientale, est le plus grand lac du pays et détient un record mondial absolument extraordinaire. C'est le plus grand lac alcalin de toute la planète. Son eau est si riche en minéraux et en sel qu'elle ne gèle jamais, même lorsque les températures hivernales descendent bien en dessous de zéro. Imaginez un lac immense entouré de montagnes majestueuses, avec une eau que aucun poisson n'habite à cause de son extrême alcalinité, mais qui abrite des formes de vie microscopiques fascinantes que les scientifiques n'ont qu'à peine commencé à explorer. Ce lac existe depuis 600 000 ans, formé lorsqu'une ancienne rivière a été bloquée par les coulées de lave du mont Nemrut. Les habitants qui vivent près de ces rives ont toujours connu ce phénomène naturel extraordinaire. Et pour eux, c'est simplement leur lac, quelque chose d'absolument ordinaire. La Cappadocie, dans le centre-sud du pays, présente un paysage qui semble sortir d'un rêve ou d'un conte de fées. Des formations rocheuses, appelées cheminées de fées, s'élèvent du sol, créant des paysages surréalistes que les gens explorent depuis des millénaires. Ces formations géologiques sont le résultat de l'action combinée du volcanisme et de l'érosion sur plusieurs millions d'années. Les habitants de cette région ont creusé des villes souterraines dans ces roches, des églises rupestres décorées de fresques magnifiques, tout en vivant dans les cavités naturelles du terrain.
Aujourd'hui encore, les habitants se réveillent, chaque matin, dans ces paysages de contes de fées, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pamukkale, un autre site extraordinaire, ressemble à un château de coton tombé du ciel. Il s'agit en réalité d'une cascade de terrasses minérales créée par des sources d'eau chaude riches en calcaire. L'eau, en s'écoulant depuis des milliers d'années, a laissé des dépôts blancs qui forment ces gradins successifs. L'eau elle-même est chaude et riche en minéraux thérapeutiques. Les gens y viennent depuis l'Antiquité pour se soigner. Cléopâtre elle-même aurait baigné dans les bassins du site. Aujourd'hui, les habitants locaux vivent à quelques pas de ce que les touristes considèrent comme une merveille du monde, alors que pour eux, c'est simplement un phénomène géographique local. Le mont Ararat, le plus haut sommet du pays, s'élève à 5137 mètres. Pour les Turcs, cette montagne n'est pas seulement un pic montagneux. Elle représente l'identité nationale, même si elle se trouve en Asie proche orientale. La montagne est visible depuis des dizaines de kilomètres et apparaît sur les symboles officiels du pays. Elle est aussi célèbre pour être associée à des légendes bibliques et mythologiques. Voici quelque chose que peu de gens savent. Les Turcs revendiquent un record mondial absolument extraordinaire. La compagnie aérienne nationale turque, Turkish Airlines, détient officiellement le record Guinness du nombre de pays desservis par une seule compagnie aérienne. Elle vole vers plus de 120 pays, ce qui signifie que nulle autre compagnie aérienne au monde ne connecte autant de destinations. Chaque jour, des avions turcs décollent de plusieurs grandes villes du pays et se dirigent vers tous les coins de la planète. Pour un petit pays, c'est une réussite extraordinaire en matière de connectivité mondiale. Les chutes d'eau de Duden, près d'Antalya, sont un phénomène naturel remarquable. Elles ne se jettent pas dans un lac ou une rivière ordinaire. Les chutes inférieures se versent directement dans la mer. Méditerranée. Imaginez une cascade puissante qui dégringole d'une falaise calcaire directement dans la mer. C'est un spectacle rare qui combine la force de l'eau douce avec la vastitude de l'océan en un instant dramatique. Les gens vivent près de ces chutes comme si c'était la chose la plus banale, se promenant dans les parcs verts qui les bordent. Voilà ce qui frappe d'abord quand on pense à la Turquie, un pays où la géographie elle-même semble avoir décidé de montrer tous ses talents en une seule zone, comme si la nature voulait concentrer ses merveilles en un seul endroit. La Turquie ne se contente pas d'être partagée en deux par le Bosphore. Son terrain lui-même est un patchwork de mondes complètement différents. C'est comme si la nature avait décidé de tester tous les types de paysages sur une seule landmasse, créant ainsi un pays où vous pouvez vivre dans des réalités géographiques radicalement opposées, sans jamais voyager très loin. Le cœur de la Turquie, ce qu'on appelle le plateau anatolien, s'étend comme une immense table élevée au-dessus du reste du monde. Ce plateau, souvent considéré comme le poumon de la Turquie, couvre la plus grande partie du territoire. Son altitude varie, montant graduellement d'ouest en est, créant ainsi des zones où le climat change progressivement d'une région à l'autre. Les habitants de ce plateau ont développé une mentalité particulière. Ils vivent en hauteur, respirent d'un air plus rare, et leur perspective sur le monde en est affectée. Les étés brûlent avec une intensité impitoyable, tandis que les hivers s'enfoncent dans des froids
qui fige tout ce qu'il touche. Pendant les hivers longs et blancs, le plateau anatolien se transforme en une sorte de désert gelé, isolant littéralement les villes et les villages qui s'y trouvent. Les habitants locaux ont appris à vivre avec cette dualité extrême, à planifier leur vie autour des saisons, à construire leurs maisons de manière à résister aux deux extrêmes climatiques. Imaginez maintenant que vous descendiez de ce plateau. Des montagnes s'élèvent de toutes les directions, comme si elles essayaient de contenir ce plateau, de le maintenir en équilibre. Au nord, les montagnes pontiques se dressent entre la mer Noire et le plateau, créant une barrière naturelle puissante. Ces montagnes du nord reçoivent les vents humides de la mer Noire, les transformant en pluies abondantes. Contrairement aux plateaux secs et ensoleillés, la région côtière du nord est verdoyante, humide, couverte de forêts denses et de plantations de thé qui s'étagent sur les pentes. Les habitants du nord vivent dans un environnement totalement différent de ceux du centre. Ils connaissent la pluie régulière, les hivers doux mais mouillés, une végétation abondante qui ne cesse jamais de croître. Au sud, c'est complètement différent encore. Les montagnes du Taurus se lèvent comme des titans séparant le plateau de la côte méditerranéenne. Ces montagnes ont historiquement servi de barrière presque infranchissable, forçant les routes commerciales à emprunter des passes spéciales, les mêmes passages qui ont été utilisés pendant des millénaires. Une fois que vous franchissez ces montagnes et que vous atteignez la côte méditerranéenne, vous entrez dans un univers méditerranéen classique. Le climat doux, les oliviers, les citronniers, les hivers sans neige, les étés chauds et secs. Les gens de la Méditerranée turque vivent dans un paradis climatique comparé au plateau austère. Et cela s'observe dans leur attitude, leur rythme de vie, leur cuisine. À l'est du pays, les montagnes deviennent même plus extrêmes. Elles forment une région d'altitude véritablement importante, où les sommets rivalisent en hauteur et en rudesse. C'est une région de conditions extrêmes, où les hivers sont particulièrement difficiles, où les villages sont parfois isolés par la neige pendant des mois entiers. Les habitants de l'Est ont développé une fierté particulière et une certaine rudesse qui reflète le terrain hostile dans lequel ils vivent. La structure du relief turc a un effet profond sur la population elle-même. Les montagnes ont historiquement créé des barrières culturelles et économiques, isolant différentes régions les unes des autres. Cela explique pourquoi on retrouve en Turquie une incroyable diversité de traditions locales, de dialectes, de cuisine régionale. Chaque vallée, chaque bassin montagneux a développé sa propre identité distincte parce que les habitants y étaient largement isolés de leurs voisins. Même à l'époque moderne, avec les routes et les voitures, les gens conservent une fierté régionale forte, un attachement particulier à leur petit coin de pays. Parlons du relief du point de vue agricole. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, la plupart de la Turquie n'est pas plate ou facile à cultiver. Les pentes raides dominent le paysage. Les terres vraiment plates sont rares et largement confinées au delta des fleuves, aux plaines côtières étroites et à quelques bassins intérieurs sur le plateau. Cela signifie que l'agriculture turque a toujours été une entreprise difficile, exigeant du travail et de l'innovation. Les habitants ont appris à cultiver sur les pentes, à construire des terrasses, à adapter leurs méthodes aux conditions locales. Une région comme la côte égéenne
a développé la production d'olives et de fruits, tandis que le plateau continue de produire des grains et de soutenir l'élevage. Les ressources en eau sont inégalement distribuées. Certaines régions connaissent une pluie abondante, tandis que d'autres souffrent d'une sécheresse quasi permanente. Le plateau central, en particulier, reçoit très peu de pluie, ce qui a historiquement limité les possibilités agricoles. Pour compenser, les habitants ont développé des systèmes d'irrigation complexes, utilisant les fleuves et les sources pour apporter l'eau aux terres assoiffées. Cette nécessité d'ingénierie hydraulique s'observe tout au long de l'histoire turque, des anciens aqueducs au système moderne d'irrigation. Les lacs jouent un rôle important dans la géographie turque, particulièrement sur le plateau anatolien. Le lac de Tuz, le plus grand lac de sel du pays, est un phénomène naturel façonnant l'économie locale et le paysage. Ces eaux extrêmement salées en font un environnement unique, et pendant certaines périodes de l'année, les dépôts de sel créent des vues surréalistes, des champs blancs infinis, d'où émerge la couleur de l'eau. Ce qui frappe dans la géographie turque, c'est son extrême diversité. Vous pouvez pratiquement vivre deux vies différentes en restant à l'intérieur du même pays. Un fermier du plateau anatolien, avec ses étés brûlants et ses hivers glaciaux, vit dans un univers totalement différent de celui d'un planteur de thé sur les pentes humides du nord, qui lui-même habite un monde distinct de celui d'un habitant côtier de la Méditerranée. Pourtant, tous ces gens sont turcs, et tous ces paysages composent leur identité nationale. La géographie n'a pas seulement créé le cadre physique de la vie turque, elle a façonné la mentalité même des habitants, créant un peuple adapté à la diversité, capable de comprendre plusieurs réalités climatiques et culturelles simultanément. La Turquie est le genre de pays où la nourriture ne parle pas simplement. Elle raconte des histoires. Dès que vous mettez un pied dans le pays, vous réalisez que manger en Turquie n'est jamais une simple transaction fonctionnelle. C'est une affaire sociale, culturelle, un acte presque religieux qui imprègne chaque jour, du lever du soleil jusqu'à la nuit tombante. Commençons par le matin, car c'est là que la nature profonde de la cuisine turque se révèle vraiment. Un petit déjeuner turc traditionnel est une explosion de formes et de couleurs. Une cascade de petits plats qui s'accumulent sur la table jusqu'à ce qu'on ne sache plus où poser les coudes. Contrairement à beaucoup de pays occidentaux où le petit déjeuner est une affaire rapide et solitaire, en Turquie, c'est une cérémonie dont le but même est la lenteur et le partage. Les familles s'attardent autour de la table, discutant, riant, prenant leur temps. Le petit déjeuner du week-end peut durer 2 ou 3 heures, ce qui est tout simplement impensable dans la plupart des autres cultures. À la base de ce petit déjeuner se trouvent des éléments absolument simples, presque banals pour les Turcs. Du fromage blanc, ressemblant à la feta, légèrement salé et tendre. Aux côtés du fromage, vous trouverez des olives, à la fois noires et vertes, avec des textures et des amertumes différentes selon leur provenance géographique. Le monde des olives turques est si riche et complexe que certains Turcs pourraient en passer 1 heure entière à expliquer les nuances entre les olives de telle région et celles de telle autre. Puis viennent les œufs, préparés de plusieurs façons, simplement bouillis, frits dans l'huile ou transformés en mènement. Ce plat,
où des œufs sont brouillés avec des tomates, des poivrons et des épices, créant une sorte de brouille savoureuse qui s'accompagne d'un morceau de pain frais. Le pain frais est absolument capital. Ce n'est pas du pain de la veille, ramassé paresseusement du bac de la boulangerie. C'est du pain croustillant, encore chaud, sorti du four juste assez longtemps avant le petit déjeuner. Les Turcs ne mangent pas le pain, ils le vivent. Ils le déchirent avec les mains, l'imbibent de miel, le trempent dans les sauces, l'utilisent pour ramasser les olives et le fromage. Un turco sans bon pain frais est comme un artiste sans palette. Et puis, il y a le thé, le véritable cœur battant de la vie turque. Le thé turc, appelé simplement sey, n'est pas une boisson décontractée qu'on sirote distraitement en regardant son téléphone. C'est un rituel. Il est servi dans des verres en forme de tulipe, sur des soucoupes assorties, généralement plusieurs fois. Au cours d'un seul petit déjeuner, une famille turque moyenne consomme probablement 3 ou 4 verres de thé par personne. Le thé n'est jamais loin en Turquie. Les travailleurs boivent du thé en prenant leur pause. Les marchands de rue vendent du thé en petites portions. Les voyageurs offrent du thé à leurs invités avant même de lancer une conversation sérieuse. Le thé est une monnaie sociale, un lubrifiant qui rend les interactions humaines plus faciles, plus agréables. À côté de ces éléments de base se trouvent les confitures faites maison, préparées à partir de fruits saisonniers, enrobées de sucre jusqu'à atteindre une texture qui est à la fois épaisse et fluide. Il y a du miel ambré, des noix diverses et des beurres crémeux. La variété de ce petit déjeuner n'est pas accidentelle. Elle reflète une philosophie ancienne de l'équilibre alimentaire, où un repas doit offrir du sucré, du salé, du gras et des protéines en même temps. Parlons maintenant du kebab, car c'est impossible de parler de la Turquie sans le mentionner. Le kebab n'est pas qu'un plat, c'est une institution, un art qui a été raffiné pendant des siècles. Mais voici le secret que peu de gens extérieurs ne comprennent. Le kebab n'est pas réservé aux occasions spéciales ou aux restaurants formels. C'est de la nourriture de rue, nourriture quotidienne, quelque chose que n'importe quel Turc mange régulièrement sans la considérer comme exotique ou spéciale. Un ouvrier en construction mange un kebab à midi. Une mère achète du kebab pour sa famille en rentrant à la maison. Le kebab est aussi banal qu'un sandwich ailleurs. Il existe littéralement des douzaines de variétés de kebab, chacune provenant d'une région différente, préparée selon ses propres traditions. Le kebab d'Adana, venant de la ville du même nom, est composé d'une viande finement hachée, mélangée à des piments rouges et des épices, puis placée sur des brochettes plates et grillée sur des flammes vives. Quand les brochettes sortent du feu, la viande a une croûte extérieure légèrement carbonisée, tandis que l'intérieur reste juteuse et savoureux. On la serve avec du riz blanc, des légumes grillés, des oignons et du pain turc mou. Pour un Turc moyen, c'est un déjeuner normal, rien d'extraordinaire. Le kebabka, originaire de la région d'Erzurum, est également courant. Des cubes de viande sont marinés, puis rôtis sur une broche horizontale rotative qui tourne lentement, forçant la viande à se cuire progressivement dans ses propres sucs. Quand elle est prête, elle tombe de la broche dans un pain turc souple et on la recouvre de sauce tomate et de yaourt. C'est une expérience sensorielle complète en une seule bouchée. Mais au-delà des kebabs, il existe une énorme variété de plats quotidiens.
Les beureks, ces pâtes feuilletées remplies de fromage ou de viande, sont disponibles partout, à toute heure du jour et de la nuit. Une mère turque peut préparer du beurek pour le petit déjeuner, et la même chose peut être achetée dans la rue par un travailleur qui a faim en milieu d'après-midi. Les soupes, surtout en hiver, sont fondamentales. Il n'y a pas un seul type de soupe turque. Il y en a des douzaines, chacune tenant une place particulière dans la conscience culinaire locale. Le yogourt est omniprésent. Contrairement à l'Occident, où le yaourt est souvent sucré et considéré comme une friandise ou un dessert, en Turquie, le yaourt est un ingrédient neutre, légèrement salé, qui accompagne presque chaque repas principal. On le verse sur les plats à base de viande, on l'utilise comme base pour les sauces, on le boit pur pour se rafraîchir. Le yaourt turc a tendance à être plus épais et plus riche que la plupart des yaourts occidentaux, avec une texture crémeuse presque fromagère. Ce qui rend la cuisine turque véritablement remarquable, c'est sa philosophie d'accessibilité. Ces plats ne demandent pas d'ingrédients exotiques ou difficiles à trouver. Ils utilisent ce qui est localement disponible, ce qui pousse bien dans le climat turc, ce qui peut être stocké et préservé facilement. L'huile d'olive, fondamentale en Turquie depuis des millénaires, donne à beaucoup de plats saveur et onctuosité. Les tomates, les poivrons, les oignons, les herbes aromatiques comme le persil et la menthe sont les véritables héros de la cuisine turque. Les Turcs ne cherchent pas à impressionner avec de la complexité théorique. Ils cherchent à nourrir, à satisfaire, à créer des moments de partage. La structure même des repas en Turquie est révélatrice d'une sagesse ancienne. Les repas sont généralement composés de plusieurs petits plats, des mezzés, plutôt qu'un seul grand plat monolithique. Cette approche permettait aux familles de se nourrir avec des quantités limitées de nourriture, tout en offrant une variété maximale de saveurs et de textures. C'est aussi beaucoup plus social. Manger mezze signifie passer du temps à partager des petits plats, à discuter, à savourer chaque bouchée plutôt que de simplement remplir son assiette. Pour finir, il faut comprendre que la cuisine turque est directement liée à l'histoire du pays. Les flaveurs et les techniques viennent de nombreuses sources. Les traditions ottomanes, les influences du Moyen-Orient, les éléments d'Europe centrale et orientale. Mais au lieu de rester comme des curiosités historiques, ces influences se sont fondues dans quelque chose d'authentiquement turc. Quand un Turc mange un kebab ou boit un verre de thé, il consomme littéralement son histoire. Si vous prenez un Turc ordinaire aujourd'hui, quelqu'un qui vit simplement sa vie, qui va au travail, qui lit le journal, qui envoie ses enfants à l'école, et que vous lui demandiez qui a vraiment façonné son existence quotidienne d'une manière profonde et invisible, il ne penserait probablement pas à donner la réponse qui est vraie. Un homme mort il y a plus d'une dizaine de décennies, Mustafa Kemal Atatürk. Pourtant, littéralement chaque chose qu'un Turc moderne fait chaque jour est imprégnée de son héritage. Son influence est comme l'air. On ne la voit pas, mais on ne peut pas respirer sans elle. Qui était cet homme? Atatürk a été le premier président de la République turque moderne, établie en 1923, après l'effondrement de l'Empire ottoman. Mais ne le confondez pas avec un simple politicien. C'était un révolutionnaire visionnaire qui a regardé son pays et a dit « Ceci doit complètement changer, de haut en bas ». Et il a eu le pouvoir politique pour faire exactement cela.
Entre 1924 et 1938, il a entrepris une série de réformes tellement radicales et tellement complètes qu'elles ont transformé la Turquie en quelque chose d'entièrement nouveau. Voici la plus dramatique de ces réformes, et celle qui touche directement la vie de chaque Turc, l'alphabet. Durant des siècles, le turc s'écrivait en script arabe. Ce n'était pas un simple choix de présentation, c'était une question d'identité religieuse et historique. Mais Atatürk s'est rendu compte que cet alphabet ancré dans la tradition était un obstacle à l'alphabétisation moderne. Le problème pratique était simple. Le script arabe, conçu pour la langue arabe, ne représentait pas bien les sons de la langue turque. Les voyelles, particulièrement, créaient une confusion totale. Un mot pouvait s'écrire de plusieurs manières différentes sans changer de sens, ce qui rendait l'apprentissage de la lecture extrêmement difficile pour les gens ordinaires. En 1928, Atatürk a décidé quelque chose qui aurait pu sembler insensé à la plupart des dirigeants, remplacer complètement l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Et il n'a pas attendu la permission de personne. Il a simplement changé. Un jour, le turc s'écrivait à la manière ancienne. Le jour suivant, officiellement, ce n'était plus le cas. Les écoles ont changé. Les journaux ont changé. Les affiches des rues ont changé. Le gouvernement a lancé massivement ce qu'on appelait les écoles du peuple, des institutions destinées à apprendre le nouvel alphabet à la population entière, y compris les adultes. Atatürk lui-même s'est présenté dans les places publiques, craie à la main, montrant aux citoyens comment tracer les nouvelles lettres. Pourquoi est-ce important pour la vie quotidienne moderne d'un Turc? Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant turc naît, il peut apprendre à lire et à écrire beaucoup plus facilement que ses ancêtres. L'alphabet latin, appliqué à la langue turque avec quelques ajustements diacritiques supplémentaires, est presque phonétique. Vous lisez comme vous parlez. Ce qui aurait exigé des années de mémorisation monotone avec l'ancien système peut maintenant s'apprendre en quelques mois. Cela signifie que depuis presque un siècle, la Turquie a pu créer une population instruite à un rythme bien plus rapide que cela aurait été possible autrement. Quand vous achetez un journal à Istanbul, quand vous lisez un panneau de rue à Ankara, quand vous lisez un menu de restaurant à Izmir, vous utilisez directement l'héritage d'Atatürk. Mais l'alphabet était loin d'être sa seule intervention. L'éducation était sa passion quasi obsessionnelle. Atatürk croyait fermement que l'éducation était le fondement même de la modernité. Il a rendu l'école primaire obligatoire pour tous les enfants, filles et garçons, une chose révolutionnaire pour l'époque. Il a invité John Dewey, le grand réformateur éducatif américain, pour conseiller la Turquie sur comment transformer entièrement le système scolaire. Avant Atatürk, seulement 9% de la population turque savait lire. En 10 ans, ce nombre avait triplé. Ce n'était pas un accident. C'était le résultat direct d'une politique gouvernementale réfléchie et ambitieuse. Aujourd'hui, quand une mère turque envoie son enfant à l'école, elle envoie son enfant dans un système qui existe directement à cause de ce qu'Atatürk a mis en place. Les écoles laïques, où la science, les mathématiques, les langues étrangères, l'histoire sont enseignées de manière moderne. Le curriculum unifié que tous les enfants suivent, indépendamment de la région. L'idée même que l'éducation soit un droit, pas un privilège, que les filles aient exactement les mêmes droits scolaires que les garçons, tout cela
provient directement d'Atatürk. Parlons maintenant de quelque chose qui peut sembler moins visible, mais qui est tout aussi profond, la sécularisation de l'État. Atatürk a séparé la religion de la gouvernance d'une manière extraordinairement radicale. Il a aboli le califat ottoman en 1924, l'institution religieuse suprême qui avait existé pendant des siècles. Il a remplacé la loi islamique traditionnelle par un code civil inspiré des systèmes juridiques européens. Il a retiré les références à l'islam de la Constitution. Quelle est l'importance pratique de cela pour la vie d'un Turc ordinaire? C'est énorme. Cela signifie que si vous êtes une femme en Turquie, vous avez les mêmes droits légaux qu'un homme. Vous pouvez voter, travailler, posséder des propriétés, divorcer selon les mêmes règles que n'importe quel homme. C'était révolutionnaire quand c'est arrivé. Les femmes turques ont obtenu le droit de vote en 1934, ce qui rendait la Turquie plus progressiste que de nombreux pays occidentaux. Atatürk a activement encouragé les femmes à étudier, à travailler, à participer à la vie publique. Il a défié directement les traditions conservatrices en embrassant publiquement la modernité occidentale. Aujourd'hui, quand une femme turque va travailler dans un bureau, elle le fait dans une structure qui reconnaît légalement son égalité. Et c'est un héritage direct des réformes d'Atatürk. L'agriculture a également été révolutionnée. Atatürk a compris que la Turquie, en tant que pays fondamentalement agricole, devait moderniser ses méthodes de cultivation. Il a ordonné la plantation de 4 millions d'arbres pour combattre l'érosion des sols et transformer le paysage agricole. Il a modernisé les techniques de culture, mis en place des contrôles d'inondation, établi des banques agricoles pour aider les paysans ordinaires, qui avaient été lourdement taxés sous l'époque ottomane, ont reçu des réductions de taxes et une aide gouvernementale. Pour la première fois, l'agriculture n'était plus simplement un moyen de survivre dans la pauvreté. C'était une profession que le gouvernement prenait au sérieux. Aujourd'hui, quand un agriculteur turc cultive sa terre, il utilise potentiellement des techniques modernisées qui proviennent directement des réformes d'Atatürk. Quand il bénéficie du soutien gouvernemental ou des institutions de crédit agricole, il bénéficie d'un système mis en place par cet homme. L'industrialisation était tout aussi importante. Atatürk a cru que la Turquie devait devenir industrielle pour survivre dans le monde moderne. Il a promu la création d'usines, de chemins de fer, d'infrastructures de transport. La production industrielle a augmenté d'énormément. Le produit intérieur brut par habitant a pratiquement doublé. Des villes ont été modernisées. Des industries ont été créées à partir de rien. Ce qui était révolutionnaire dans l'approche d'Atatürk, c'était qu'il a osé faire tout cela en même temps. Il n'a pas commencé par l'éducation et ensuite pensé à l'économie. Il a attaqué tous les fronts simultanément avec une vision holistique d'une Turquie entièrement transformée. Et il l'a fait rapidement. En 15 ans, la Turquie s'était métamorphosée d'une nation déchirée et traditionnelle en un État moderne, avec une armée moderne, une économie moderne, un système éducatif moderne, une bureaucratie moderne. Pour un Turc qui vit maintenant, au début du XXIe siècle, tout cela est simplement le contexte normal de son existence. Il ne pense pas à Atatürk quand il lit son journal, quand il envoie sa fille à l'école, quand il se rend au tribunal, quand il travaille dans une usine.
Mais chacune de ces activités, chacun de ces droits, chacune de ces opportunités existe directement parce qu'un homme, il y a presque un siècle, s'est levé et a dit « Cela va changer, maintenant ». Et il a eu le courage, la vision et la puissance politique pour le faire. C'est cela, l'essence d'une figure historique qui vit vraiment dans le quotidien. En Turquie, il existe des secrets qui semblent tout droit sortis d'histoire, à dormir debout. Et pourtant, ils sont absolument réels. Ce sont des faits que les gens de là-bas connaissent parfois, depuis l'enfance, tellement tissés dans le tissu de leur culture qu'ils les considèrent souvent comme ordinaires. Mais pour ceux d'entre nous qui regardons de l'extérieur, ces secrets sont véritablement fascinants. Commençons par quelque chose qui change littéralement notre compréhension de l'histoire humaine. En Turquie, dans la région sud-est appelée Urfa, se trouve un site archéologique qui s'appelle Göbekli Tepe, ce qui signifie littéralement la colline du ventre en turc. Cet endroit est connu sous le nom de temple le plus ancien du monde. Pas le plus ancien temple connu actuellement en attente de découvertes futures. Non, c'est véritablement le temple le plus ancien jamais découvert. Il date de 11 000 ans, ce qui le place à une époque où l'humanité n'avait même pas inventé l'agriculture, où les gens vivaient encore en chasseurs-cueilleurs. Considérez un instant ce que cela signifie. Nos ancêtres, au lieu de se contenter de survivre jour après jour, ont construit un monument massif de pierre pour des raisons religieuses. Les archéologues ont découvert des structures circulaires avec des piliers en pierre décorés d'images d'animaux sauvages et de détails anthropomorphes. Stonehenge, ce monument célèbre et vieux en Angleterre, date de seulement 5000 ans. Göbekli Tepe en est plus ancien que Stonehenge par 6000 années. Les touristes viennent rarement à Göbekli Tepe comparé à Stonehenge, ce qui signifie que cette merveille archéologique extraordinaire reste relativement inconnue. Les habitants locaux de Turquie, quelques-uns d'entre eux, considèrent cela comme une fierté locale discrète, une preuve que leur terre a quelque chose d'absolument unique à offrir à la compréhension de la civilisation humaine. Mais il y a d'autres secrets enfouis sous la terre turque. En 1963, un agriculteur turc ordinaire faisait des rénovations dans sa maison en Cappadocie. Ses poulets avaient un problème singulier. Ils disparaissaient constamment. L'agriculteur, curieux de nature, a suivi ses poules dans une fissure creusée accidentellement lors des rénovations et il a découvert une entrée vers un monde souterrain complet. Cet endroit s'appelle Derinkuyu, ce qui signifie le puits profond. C'est une ville souterraine ancienne, creusée entièrement dans la roche volcanique tendre de la Cappadocie. Cette ville s'étend sur plus de 85 mètres de profondeur, équivalent à un immeuble de 30 étages en bas sous la terre. Elle pouvait accueillir 20 000 personnes à la fois. Elle avait des étables pour le bétail, des pressoirs à vin, des salles d'école, des chapelles, des salles de stockage. C'est une civilisation entière, un refuge souterrain complet, créé par une population qui cherchait probablement à se protéger des raids ennemis. Quand vous descendez dans Derinkuyu aujourd'hui, vous marchez dans les mêmes tunnels où des milliers de gens ont vécu, se sont cachés, ont étudié et ont prié. L'air devient de plus en plus humide à mesure que vous descendez. Et vous pouvez sentir le poids de milliers d'années d'histoire. Incroyablement,
il y a plus de 600 entrances à cette ville souterraine, la plupart creusées sous les maisons des habitants de surface. Des gens pouvaient entrer dans leurs maisons ordinaires et descendre dans un monde complètement différent. Les agriculteurs turcs qui vivent toujours à Cappadocia, à la surface, savent que sous leurs pieds se trouvent ces chambres anciennes, ces passages étroits, ces histoires oubliées. Parlons d'un secret qui imprègne la vie quotidienne turque, quelque chose que vous verrez partout si vous visitez la Turquie. Le nazar. C'est un petit pendentif en forme d'œil, généralement de couleur bleue, avec un centre blanc et noir qui ressemble véritablement à un œil humain. Vous les verrez accrochés sur les portes des maisons, suspendus dans les taxis, collés au mur, portés comme amulettes. Ce que le nazar représente, c'est la protection contre le mauvais œil, ce qui en turc s'appelle nazar. C'est un concept ancien, une croyance que si quelqu'un vous regarde avec envie ou jalousie, cette énergie négative peut vous causer du tort, à vous ou à vos possessions. Le nazar est censé absorber cette énergie négative, agissant comme un filtre spirituel. Mais voici la beauté de la chose. Ce n'est pas simplement une superstition folklorique pour les touristes. Les Turcs modernes, même ceux vivant dans les grandes villes, même les gens qui travaillent dans des bureaux modernes avec des ordinateurs, croient toujours au nazar. Une mère turque offre un nazar à son fils qui commence une nouvelle entreprise. Un chauffeur de taxi accroche un nazar à son rétroviseur. C'est une partie vivante de la culture contemporaine. En Turquie, les boutiques vendent des milliers de petits nazars chaque jour. Pas pour les touristes principalement, mais pour les Turcs eux-mêmes qui en veulent pour leur maison, leur voiture, leur bureau, leur coût. Voici un autre secret qui surprendra peut-être ceux qui ne connaissent pas Tlarka, la géographie culturelle. Santa Claus, le personnage que les enfants du monde entier associent au Noël occidental, a en réalité grandi en Turquie. Il y a une ville appelée Patara, sur la côte méditerranéenne turque, et une autre appelée Demre à proximité. Ce sont les lieux de naissance et de vie de celui qui deviendrait Saint Nicolas, le personnage historique qui inspira la légende de Santa Claus. Un évêque qui vivait au IVe siècle, connu pour être extraordinairement généreux et pour donner des cadeaux secrètement aux pauvres. Les habitants turcs de cette région connaissent cette histoire et elle fait partie de leur patrimoine local. La Turquie fournit environ 75% des noisettes du monde entier. Pensez-y. 3/4 de chaque noisette que vous mangez, que ce soit dans du chocolat, du café, des biscuits ou directement, provient probablement de Turquie. C'est un contrôle tellement complet d'une industrie mondiale qu'à peine quelqu'un en dehors de l'industrie alimentaire ne le sait. Pour les Turcs, en particulier ceux dans les régions côtières méditerranéennes, cultiver des noisetiers est simplement un part normal de leur vie agricole. Mais globalement, c'est une domination économique presque absolue d'une ressource mondiale. Les tulipes, ces fleurs que les Néerlandais considèrent comme leur symbole national et leur trésor culturel, viennent en réalité d'Asie centrale via la Turquie. Au XVIe siècle, un ambassadeur néerlandais auprès de la cour ottomane a ramené des bulbes de tulipes en Hollande, ce qui a déclenché ce qu'on appelle la tulipmania, une frénésie de collecte et de commerce de bulbes de tulipes. Aujourd'hui, Istanbul organise un festival, des tulipes célébrant cette fleur
comme fleur nationale turque, complètement ignorée par la plupart du monde, qui pense que les tulipes appartiennent exclusivement aux Néerlandais. La lutte à l'huile est le sport national de la Turquie. Ce n'est pas une lutte ordinaire. C'est un sport ancien où deux hommes entièrement recouverts d'huile d'olive se battent l'un contre l'autre en essayant de se maîtriser. C'est devenu une part de la culture turque, une compétition authentique avec des championnats et des traditions. Pour comprendre la profondeur de ce secret, imaginez si un sport aussi spécifique et culturellement enraciné était pratiqué quotidiennement dans votre propre pays, mais que le monde extérieur n'en sait absolument rien. Et puis, il y a la langue elle-même. La langue turque a le mot le plus long jamais enregistré. Un mot singulier qui compte 70 lettres. Ce mot, composé entièrement de morphèmes attachés, signifie quelque chose comme si vous étiez parmi ceux à qui nous ne pourrions pas rendre facile de devenir un créateur des choses manquées de succès. C'est un mot créé pour démontrer la flexibilité extrême de la langue turque, la capacité à créer des mots incroyablement complexes par l'accumulation de petites parties de sens. Les Turcs trouvent cela fascinant, une preuve de la richesse et de la flexibilité de leur langue. Pour les non-turcophones, c'est un secret linguistique étrange qui révèle quelque chose de fondamentalement différent dans la structure même de la pensée turque. Au début du XXIe siècle, la Turquie a fait face à un problème qui affligeait presque tous les habitants du pays. L'accès à la santé était devenu un luxe plutôt qu'un droit. Si vous tombez malade, si vous aviez besoin d'un médecin ou d'un hôpital, vous fassiez face à une réalité brutale. Le coût personnel était écrasant. Les gens vendèrent leurs terres, empruntaient auprès de leur famille, refusèrent de se faire soigner simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer. Ce système fragmenté et inefficace laissait les régions pauvres pratiquement sans aucun accès aux services de santé, tandis que les régions riches se concentraient autour des centres urbains. En 2002, environ 30% de la population turque n'avait aucune assurance maladie. Pour ces gens, une simple appendicectomie pouvait vous plonger dans la pauvreté pendant des années. Puis, en 2003, le gouvernement turc a lancé quelque chose d'extraordinaire, appelé le Programme de transformation de la santé. Ce n'était pas simplement une réforme parmi d'autres. C'était une refonte complète de la façon dont le système de santé fonctionnait, du haut en bas. Avant cette réforme, la Turquie avait plusieurs systèmes d'assurance maladie différents et incompatibles. Les travailleurs de certains secteurs étaient couverts par une institution, les agriculteurs par une autre, les employés du gouvernement par une troisième. Il y avait littéralement 5 systèmes différents, sans aucune coordination entre eux. Un fermier qui avait besoin de soins ne pouvait utiliser que ces services spécifiques. Un travailleur d'usine avait accès à un ensemble de services complètement différents. Cela créait un chaos administratif massif et laissait d'énormes fissures par lesquelles les gens tombaient. Le gouvernement a décidé de faire quelque chose de radical. Intégrer tous ces systèmes distincts en une seule assurance maladie universelle. L'objectif était simple mais ambitieux. Assurer que chaque Turc, indépendamment de son origine sociale, de son emploi ou de son région, avait accès aux services de santé. L'idée était que la santé était un droit humain fondamental.
pas un service réservé aux riches. Voici comment cela a commencé à changer la vie des gens ordinaires. Un ouvrier de construction à Istanbul pouvait maintenant accéder aux mêmes services médicaux de base qu'un producteur de thé sur la côte de la mer Noire. Une mère célibataire dans une petite ville d'Anatolie pouvait accoucher dans un hôpital sans crainte que cela ruine sa famille. Un retraité qui avait passé sa vie à travailler dans un champ pouvait recevoir des soins pour ses maladies chroniques, sans devoir choisir entre acheter des médicaments et nourrir sa famille. L'expansion a été spectaculaire. En 2002, avant la réforme, environ 70% de la population turque avait une forme d'assurance maladie. Ce chiffre semblait bon sur le papier, mais c'était trompeur. Ces gens avaient des couvertures incompatibles et souvent inadéquates. En 2008, après seulement 5 années de mise en œuvre de la réforme, cette couverture avait pratiquement doublé en qualité et en uniformité. Et continuellement, ce nombre a augmenté. En 2019, 99% de la population turque était couverte par une assurance maladie universelle. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Presque tous les Turcs savaient que s'ils tombèrent malades, ils n'auraient pas à vendre leur maison. S'ils avaient un accident, ils n'auraient pas à déchirer leur famille, à part pour payer les factures. Ils pouvaient se faire soigner sans cette angoisse existentielle. Mais il y a plus. La réforme a aussi attaqué le problème de l'équité régionale de manière agressive. Avant 2003, les zones rurales de Turquie, en particulier l'Est, avaient un accès à la santé extrêmement limité. Un villageois dans le sud-est aurait probablement dû parcourir 100 kilomètres pour trouver un hôpital décent. Les femmes mouraient en couches dans des villages faute d'accès aux soins obstétriques. Les enfants souffraient de maladies évitables faute de vaccination disponible localement. Le gouvernement a travaillé délibérément pour établir des cliniques et des hôpitaux dans les zones insuffisamment servies. Des ambulances ont été stationnées dans les petites villes. Des programmes de vaccination ont atteint des villages éloignés. Le résultat, les disparités régionales dans les résultats de santé ont commencé à diminuer pour la première fois en décennies. Une femme à Diyarbakır avait maintenant accès à peu près au même niveau de soins prénatals qu'une femme à Ankara. Un autre aspect révolutionnaire de la réforme a été la séparation de la fourniture et de l'achat de services médicaux. Auparavant, c'était un chaos entrelacé. Maintenant, un système centralisé achetait les services de santé de la part de fournisseurs publics et privés. Cela signifiait que les hôpitaux devaient en faire preuve de responsabilité. Ils ne pouvaient pas simplement exister. Ils devaient justifier leurs dépenses, démontrer qu'ils traitaient réellement les gens, que les résultats s'amélioraient. Cela a créé une incitation à l'efficacité qui n'existait pas auparavant. Avant la réforme, les gens dépensaient de leur poche environ 20% de toutes les dépenses de santé du pays. C'était un fardeau énorme. Après la réforme, cette proportion a diminué à environ 16%. Cela peut sembler une petite différence en chiffres abstraits, mais pour une famille turque vivant de salaire en salaire, cette différence signifiait réellement qu'ils ne devaient plus choisir entre nourrir les enfants et obtenir des médicaments essentiels. Les résultats ont finalement parlé d'eux-mêmes. La couverture vaccinale des enfants a augmenté de manière spectaculaire. Les dépistages prénatal et postnatal se sont élargis. Les taux de mortalité maternelle ont chuté.
Les diagnostics de maladies chroniques, comme le diabète et l'hypertension tensionnelle, ont commencé à être détectés plus tôt, permettant une meilleure gestion. Un Turc avait maintenant une meilleure chance de vivre plus longtemps et en meilleure santé qu'avant. Bien sûr, le système n'est pas parfait. Il y a encore des attentes à l'hôpital. Il y a encore des zones qui auraient pu recevoir plus d'attention. Mais ce qui a changé de manière fondamentale, c'est la structure mentale. Un Turc ordinaire se lève le matin maintenant, sachant qu'il n'est pas un paria du point de vue médical. S'il tombe malade, il peut aller à l'hôpital sans cette peur paralysante de la ruine financière. Pour une famille pauvre, cela a littéralement été le différence entre la survie et la catastrophe. Ce changement, ce sentiment de sécurité que n'importe quel citoyen, riche ou pauvre, peut accéder aux soins de santé dont il a besoin, c'est peut-être la plus grande contribution positive que la Turquie moderne ait faite à ses citoyens. C'est une contribution qui touche chaque personne, chaque jour, silencieusement, sans fanfare. Quand vous arrivez à Ankara pour la première fois, il y a une chose qui vous frappe immédiatement. Cette ville est jeune, d'une jeunesse qui court contre nature. La plupart des capitales du monde ont 1000 ans, 2000 ans, parfois 3000 ans d'existence en tant que cité importante. Ankara était une petite ville de province, avec seulement 30 000 habitants jusqu'en 1923. En moins d'un siècle, elle s'est transformée en une métropole de plusieurs millions de personnes. Cette transformation radicale se voit partout. Les bâtiments gouvernementaux modernes côtoient les ruines de murs de citadelles qui remontent à 700 ans avant notre ère. Les larges boulevards, planifiés par des urbanistes modernes, croisent les rues médiévales étroites du vieux quartier. C'est comme si plusieurs villes différentes avaient été empilées les unes sur les autres, créant une stratigraphie urbaine visible. Parlons d'abord du cœur ancien d'Ankara, celui qui vous hante véritablement. En haut d'une colline, vous trouverez la citadelle, cette forteresse qui a dominé le paysage depuis presque 3000 ans. Ces murs de pierre, usés par le temps mais toujours debout, racontent des histoires qui remontent à la Phrygie antique, à l'époque des Galatiens, des Romains, des Byzantins. Les murs actuels, beaucoup d'entre eux, datent de l'époque ottomane ou du XIXe siècle. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez des inscriptions romaines gravées dans la pierre. Des fragments de colonnes romaines réutilisés. Des débris de la civilisation antique encastrés dans les structures médiévales. C'est comme si on avait construit une succession de maisons les unes sur les autres, utilisant les pierres de leurs prédécesseurs. À l'intérieur des murs de la citadelle, vous trouvez ce qu'on appelle Ulus, le vieux quartier. C'est un dédale labyrinthique de petites ruelles, pavées de pierres, bordées de vieilles maisons traditionnelles avec des balcons en bois qui surplombent les rues. De minuscules cafés nichés dans des coins improbables, des petits musées dans des maisons converties, des galeries d'art improvisées dans des alcôves historiques. Le quartier vit d'une manière qui semble complètement détachée du monde moderne. Les gens y achètent encore du pain frais dans des boulangeries où la même famille cuit du pain depuis des générations. Les vendeurs de fruits installent leurs étals devant les murs anciens. Les musiciens de rue jouent de la musique traditionnelle turque pour quelques centimes. C'est un endroit où on peut marcher pendant 1 heure et se perdre complètement,
puis se retrouver soudainement devant une vue panoramique de la ville moderne s'étalant en dessous. Au pied de la citadelle se trouve le musée des civilisations anatoliennes, un musée qui contient littéralement les trésors de plusieurs millénaires. À l'intérieur, vous verrez des artefacts qui remontent à l'époque paléolithique, des découvertes archéologiques provenant de sites de fouilles à travers l'Anatolie, des sculptures hittites, des poteries de l'âge du bronze, des coins de la vie quotidienne d'il y a 10 000 ans. Pour un historien, c'est comme regarder l'évolution de la civilisation humaine sur les étagères. Pour quelqu'un qui vit simplement à Ankara, c'est juste le musée du coin. Pourtant, chaque objet exposé dit quelque chose sur le sol sur lequel les gens de la ville marchent quotidiennement. En descendant de la citadelle et en sortant du dédale d'Ulu, vous entrez dans le Ankara moderne, celui qui a été construit après 1923. Kuzile, littéralement le croissant rouge, est le cœur commercial et social de la ville moderne. Ce quartier palpite d'une énergie différente. Les magasins modernes, les cafés branchés, les restaurants, les boutiques de vêtements, tout ce qu'on attendrait d'une capitale du XXIe siècle. Les jeunes gens se promènent, traînent dans les cafés, passent leur temps comme les jeunes de n'importe quelle grande ville. Mais même ici, on ne peut pas échapper à l'histoire. Les bâtiments eux-mêmes datent souvent des années 30, 40, 50 du XXIe siècle. L'architecture est un mélange d'art déco, d'influence turque, de modernisme des débuts du siècle. C'est un quartier jeune construit sur des fondations relativement anciennes. Un peu plus loin se trouve Sankaya, le quartier gouvernemental. C'est là que vivent les fonctionnaires, que se trouvent les ministères, les ambassades, les bâtiments importants. Ce quartier est plus calme, plus planifié, plus fonctionnel. Les rues sont larges, les bâtiments sont imposants, mais pas nécessairement beaux. C'est le quartier administratif d'une capitale, celui qui existe pour le travail plutôt que pour le plaisir. Mais il y a un lieu à Ankara qui transcende tout cela, qui est véritablement l'âme symbolique de la capitale. C'est Anıtkabir, le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Ce n'est pas seulement un bâtiment funéraire. C'est un monument national, une affirmation physique de la nation elle-même. L'édifice est massif, construit dans le style monumental qui exprime la puissance et l'importance. Un immense terrain d'accueil en pierre, un chemin cérémoniel, puis le mausolée lui-même, un bâtiment carré avec des colonnes massives, conçu dans un style moderne du début du XXIe siècle, qui parle d'ordre et de force. À l'intérieur, simplement, il y a le tombeau d'Atatürk. Les gens y viennent pour se recueillir, pour réfléchir sur la nation, pour se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Voici les 3 choses essentielles à savoir sur Ankara. Premièrement, c'est une ville d'histoire stratifiée. Chaque couche raconte une histoire différente, et toutes ces histoires existent simultanément. Ce n'est pas comme Rome, où l'histoire est ancienne, ou comme les villes modernes, où l'histoire est absente. Ankara est l'une et l'autre à la fois. Deuxièmement, c'est une ville construite rapidement, planifiée, pas simplement tombée naturellement. Cela se voit dans la structure de la ville, ses larges rues, sa division en quartiers distincts. C'est une ville construite selon une vision rationnelle d'urbanisme. Troisièmement, Ankara n'est pas Istanbul. Elle n'a pas le romance, le charme aléatoire, la beauté chaotique d'Istanbul.
Ankara est sérieuse, gouvernementale, fonctionnelle. Elle n'essaie pas de vous enchanter. Elle vous met plutôt face à la réalité politique du pays, au système et aux structures qui le gouvernent. Hamamonu, un autre quartier qui a été restauré, offre une sorte de moyen terme entre l'ancien et le nouveau. C'est un quartier de petites maisons ottomanes, restaurées, transformées en restaurants, cafés, magasins d'artisanat. C'est relativement récent comme restauration, peut-être 2 décennies, et c'est devenu un lieu touristique populaire. Pourtant, derrière cette restauration romantique, on sent toujours l'essence de ce qui était avant. Ce qui frappe vraiment en passant du temps à Ankara, c'est la sensation d'une ville en constant débat avec elle-même. Les ruines antiques coexistent avec les bâtiments gouvernementaux modernes. Les traditions du vieux quartier coexistent avec la modernité de Kizilay. Une femme en vêtements traditionnels marche à côté d'une autre en jeans modernes. Les hommes prennent le thé dans les vieux cafés d'Ulus, tandis que d'autres prennent le café dans des cafés branchés de Kizilay. C'est une ville qui n'a pas résolu ses contradictions, qui les porte simplement avec elle, les juxtaposant constamment. Et peut-être que c'est précisément cela qui rend Ankara réelle. Ce n'est pas une création touristique. C'est une capitale qui vit son propre débat continu, avec son propre passé et son propre avenir. La Turquie n'existe pas sans son rapport constant à l'eau. Vous pouvez faire 1000 kilomètres à travers le pays, mais jamais vous ne vous éloignez vraiment d'une grande masse d'eau. Elle encercle le pays de toutes parts. La mer Méditerranée au sud, la mer Égée à l'ouest, la mer Noire au nord. Ce n'est pas seulement une géographie, c'est une identité. Pour un Turc, vivre loin de la mer signifie vivre avec une certaine inquiétude, une sensation d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. Parlons d'abord des côtes elles-mêmes, car chacune a son propre caractère, sa propre identité. La Méditerranée turque, celle du Sud, est le rêve touristique. C'est ici que vous trouvez les plages de sable blanc, les eaux tellement claires que vous pouvez voir les poissons nager 3 mètres en dessous de vous. Le climat méditerranéen classique, été chaud et sec, hiver doux, très peu de pluie. Les citrons poussent facilement. Les oliviers prospèrent. La végétation est méditerranéenne typique, des pinacles, des arbustes aromatiques. Les gens qui vivent ici vivent dans la vie facile de la Méditerranée, où la nourriture pousse sans effort excessif, où la plage est toujours accessible. Une femme d'Antalya peut marcher jusqu'à la plage en 10 minutes après son travail et se baigner avant le dîner. La côte égéenne, celle à l'ouest, est légèrement différente. Elle aussi est méditerranéenne, mais d'une façon plus cultivée, plus historique. C'est ici qu'Homère a écrit sur ses héros. Ici que les cités grecques antiques se sont développées. Ici que les échanges commerciaux antiques prospéraient. L'eau est toujours claire, les plages toujours belles, mais avec quelque chose d'une sophistication supplémentaire. Les villages côtiers ont des tavernes avec des tables en bois usées par le temps, des familles qui pêchent depuis des générations. Les habitants de l'Égée se considèrent souvent un peu différents des autres Turcs, un peu plus européens, un peu plus cosmopolites, influencés par des millénaires d'échanges culturels méditerranéens. Puis, il y a la côte de la mer Noire, celle du Nord. Elle est complètement différente des 2 autres. La mer elle-même est plus rude, plus sombre. Les plages ne sont pas du sable blanc. Ce sont souvent des galets
ou du sable plus gris. Le climat est humide. Il pleut beaucoup. Les étés sont chauds, mais pas secs. Contrairement aux régions côtières du sud et de l'ouest, où le terrain s'aplatit pour créer des plages accessibles, la côte de la mer Noire est dominée par les montagnes pontiques qui s'élèvent presque directement de l'eau. Les routes côtières serpentent à travers le terrain accidenté, épousant les falaises. C'est une côte pour les aventuriers, pas pour ceux qui cherchent en la détente facile. Les gens du Nord sont réputés être plus durs, plus travailleurs, plus résistants. Leur climat les a formés ainsi. À l'intérieur des terres, les lacs jouent un rôle fondamental. Le lac Van, en Anatolie orientale, est le plus grand lac de Turquie. Son eau est étrangement alcaline, ce qui rend impossible la vie aquatique normale. Pourtant, pour les habitants qui vivent sur ces rives, c'est simplement leur lac, leur monde. Ils pêchent, ils naviguent, ils vivent en harmonie avec ce phénomène naturel extraordinaire. Le lac Tuz, au centre du plateau anatolien, est un lac de sel, une étendue d'eau rose, pâle et blanche selon l'angle du soleil et la saison. C'est un des plus grands lacs de sel au monde. Les fermiers locaux extraient le sel du lac, une industrie qui existe depuis des siècles. Le lac Eğirdir, dans le sud-ouest, est un lac d'eau douce verdoyant, entouré de montagnes, un paradis pour les pêcheurs et les observateurs d'oiseaux. Chaque lac a ses habitants locaux qui le connaissent intimement, qui ont développé une relation générationnelle avec ses eaux. Les rivières sont les artères qui donnent vie au plateau anatolien. Le Kızılırmak, littéralement la rivière rouge, est la plus longue rivière de Turquie. Elle traverse le plateau central, irriguant les terres agricoles, alimentant les villes. Son eau, riche en minéraux qui lui donnent sa couleur légèrement rougeâtre, a soutenu la civilisation humaine sur ses rives pendant des millénaires. Le Yeşilırmak, la rivière verte, coule vers la mer Noire à travers des forêts vertes. Elle est entourée de végétation luxuriante et son existence définit complètement le caractère de la région nord-côtière qu'elle traverse. Les rivières du sud, comme le Manavgat, dévalent les pentes des montagnes du Taurus en cascades spectaculaires avant d'atteindre la Méditerranée. Parlons des montagnes, car elles ont façonné la Turquie d'une manière tout aussi profonde que les eaux. Les montagnes du Taurus, s'élevant du sud, ont toujours été un obstacle formidable. Même les anciens n'ont jamais vraiment les conquis complètement. Aujourd'hui encore, elles isolent géographiquement la Méditerranée du reste du pays. Les routes qui traversent les montagnes du Taurus sont des routes étroites qui serpentent à travers des passages difficiles. Les agriculteurs locaux, confrontés à un terrain montagneux et difficile, ont appris à cultiver les pentes, créant des terrasses remarquables qui, vues du ciel, ressemblent à de l'art moderne. Ils produisent des noix, des fruits, des fleurs. Chaque petit champ sur la pente a probablement appartenu à la même famille pendant des générations. Chaque génération améliorant légèrement les terrasses, rendant la terre un peu plus productive. Les montagnes pontiques du Nord, s'élevant directement de la mer Noire, sont plus vertes, plus humides, plus forestières que le Taurus. Les pentes sont couvertes de forêts denses et de plantations de thé. Rize, une ville de montagne du Nord, est au cœur de la production de thé turc. Les plantations de thé couvrent les pentes comme une sorte de tapis vert, descendant jusqu'à la côte. Les fermiers de thé se réveillent chaque matin avec la même vue que leurs pères avant eux, les mêmes plants de thé à cultiver.
la même tradition à poursuivre. Ce qui est profond à propos des montagnes turques, c'est qu'elles ne sont pas seulement des obstacles géographiques. Elles sont des définisseurs culturels. Les habitants des montagnes développent des caractéristiques différentes de ceux des plaines. Les montagnards sont supposément plus durs, plus indépendants, plus attachés à leurs traditions que les habitants des plaines ou des côtes. L'accent est sur l'autosuffisance. Vous ne pouvez pas compter sur le commerce venant des régions éloignées quand vous vivez dans une vallée montagne isolée. Vous devez